Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va parler d'un micro-mouvement politique qui est un mouvement politique fondé par un policier de gauche. Oui, vous avez entendu, un policier de gauche. Souvent, on associe la police à la droite ou à l'extrême droite. Bon, c'est les fameux trucs, hein, t'es ouvrier, t'es de gauche, t'es prof, t'es de gauche, enfin, euh, t'es ban t'es banquier, t'es de droite, bon, c'est, ou t'es prêtre, t'es de droite. Ah, mais voilà, les militaires qui seraient tous des fascistes, ou les policiers qui seraient tous des fascistes. Peut-être qu'il y a des éléments, il y a des éléments effectivement très droitiers, hein, parmi les forces de l'ordre, l'armée, mais avoir une analyse aussi stéréotypée des choses. Bon, il faudrait voir quelle est la vraie composition politique, s'il y a des gens qui sont politisés ou non, dans quelle proportion. Je ne sais pas si on prend Kuzmanovic, il est, euh, il est militaire, et lui, il était à la France Insoumise avant de créer son propre mouvement, qui est un mouvement qui est un mouvement avec une volonté socialiste, même si ça se tourne plus vers la social-démocratie. Bon, comme la plupart des partis de gauche actuellement, hein. La plupart des partis de gauche aujourd'hui sont en plein dans la social-démocratie, hein. On va pas s'étonner, hein. Donc, oui, je fais cette digression sur Kuzmanovic. Là, on va parler pas d'un militaire, d'un policier de gauche qui est Alexandre Langlois. Alors, je vous mettrai des liens, des sources en description, hein. Alexandre Langlois, c'est quelqu'un qui faisait partie de la police nationale et qui finalement a quitté la police nationale parce qu'il était assez dégoûté par un certain nombre de choses qui se passaient en interne. Et il se trouve qu'il a fait son propre mouvement politique. Euh, et bon, pourquoi je m'y intéresse? Ben, ce type-là m'a l'air tout à fait humain. Euh, Son truc, j'ai jeté un œil assez rapide, ça m'a l'air assez naïf, plus ou moins inconsistant, mais bon, il y a un bon sentiment, on va dire. Et puis c'est assez représentatif d'un certain mouvement de gauche, de ce qu'elle peut être la gauche sur certains aspects, hein. On va pas se le cacher, le côté bon sentiment, mais la gauche d'aujourd'hui sur certains aspects, mais pas assez de, on développe pas assez, on théorise pas assez les choses jusqu'au bout, et donc du coup, ben, on tombe on n'a rien qui se réalise, et malheureusement, du coup, la paupérisation, bon, la misère, on la résout pas sans théorie. Je rappelle que Marx a développé une théorie économique très approfondie, hein, qu'aujourd'hui, on a une gauche qui n'est pas capable de faire, d'être à la hauteur. Bon, ouais. Bon, on a toujours des bons sentiments. Alors, je vais vous faire l'article, hein, la lecture de la présentation de ce mouvement-là. Refondation, inventant une France de liens et de partage. Qu'est-ce que c'est beau! Déjà, rien que le titre, c'est beau, mais c'est... Oui, ça date un peu, ce mouvement, mais bon. Présentation rapide. Refondation. Refondation est un mouvement politique né au printemps 2017. Inventer une France de liens et de partage. Qui l'a créé? Un groupe de personnalités libres. Certains ont été engagés en politique et sont éloignés. Éprouvés par le sentiment de vide, la majorité vient d'horizons très différents et n'avait pas franchi le seuil d'un monde perçu comme inquiétant, trop professionnalisé, d'où la sincérité et le courage sont absents. De leur rencontre est née Refondation.
Pourquoi maintenant? Nous voilà à la croisée des chemins. Un nouveau vent s'est levé. Mais après le déblayage des vieilles forces, la recomposition ne fait que débuter. Il faut s'en féliciter, mais beaucoup ne se trouvent pas dans la vision du monde qui s'esquisse. Qui s'esquisse, pardon. L'essentiel n'a pas encore été posé. La soif d'autre chose est immense au cœur de notre société. Quel constat? Solitude, servitude, incertitude continue à s'étendre, fissurant les êtres, brisant les liens, atomisant la société, l'évolution de l'économie globale, les dérives éthiques, la course effrénée du monde et l'effacement des règles de vie en commun n'ont pas à être acceptés ni par la France ni par l'Europe. Nous n'avons pas à nous laisser formater. Nous ne pouvons laisser la planète courir au désastre écologique. Quels objectifs? Réveiller et mobiliser tous ceux qui pensent que le temps est venu de se rassembler pour bâtir un projet raisonné, généreux, fondé sur le sens, un projet potentiellement majoritaire en France et en Europe. Si nous savons nous réunir et nous lever, tout est possible. Le monopole de la modernisation ne peut être abandonné au néolibéralisme. Comment? Une société ressoudée est la seule force qui permette de faire face au monde. La densification des relations entre des personnes libres et engagées doit être la priorité politique d'un gouvernement. L'État ne doit pas être une toute-puissance qui remplace chacun dans sa responsabilité. Il doit redevenir l'outil respectueux, sobre et efficace qui favorise une société imaginative de proximité, d'initiative, de lien et de bienveillance. Ce à quoi s'oppose refondation. Se conformer à ce monde. Les forces qui régissent le monde sont dangereuses et injustes. Dès lors, l'idée qu'il faudrait s'adapter sans limite doit être combattue. Au nom de la performance, nous ne devons pas nous précipiter dans une fuite en avant où tout finit par devenir objet de consommation, la vie, la nature, les relations, les reculs identitaires. Le repli vers un passé idéalisé, les tribus, les égoïsmes nationaux ou locaux, les vieilles chansons révolutionnaires et étatiques sont des tentations croissantes pour ceux qui souffrent ou qui refusent la dissolution de notre société. Mais ces fausses solutions sont stériles et dangereuses. Nous ne combattons pas des hommes ou un gouvernement. Cela ne servira à rien sinon à continuer la vieille politique. Nous nous opposons à toute mesure qui tend à ajuster chaque Français au prétexte de l'efficacité à un monde de l'éphémère qui s'autodétruit et se révèle chaque jour un peu plus inique. Nous voulons briser une spirale qui porte des noms. Mirage de la croissance pour la croissance, recherche sans limite du profit, marchandisation de la vie et des désirs, course à l'hyperconsommation, sacrifice de la jeunesse et des plus faibles, inégalité vertigineuse, abandon de territoire, dissolution des familles, rapt des données intimes et personnelles, étouffement de l'économie entrepreneuriale par de grands groupes économiques et financiers, épuisement écologique de la planète, prédation commerciale des corps, de la santé et des peurs. Nous atteignons une limite, nous devons agir chacun chacune et nous sentir désormais responsables. Ce que va faire Refondation, reconstruire une société de liens. La société est un préalable, la qualité des relations entre les personnes est le premier enjeu. Nous n'y sacrifierons rien. Une fraternité concrète, affective, doit enfin devenir la valeur première de la République. Le respect de l'autre est la pierre angulaire du projet républicain. Les plus faibles, les plus fragiles, les plus malades, les plus fragiles, les malades, les handicapés, leur autonomie, leur participation doivent être les premiers de nos soucis. Bâtir une économie de la réciprocité, c'est un nouveau modèle économique que nous proposons. Il change la donne de la production en modifiant totalement les règles du jeu entre les relations entre le capital financier, le travail, le terreau interpersonnel et social de l'entreprise et la nature dans laquelle elle puise ses ressources. Il ne s'agit pas de mieux répartir après avoir produit, mais de changer le ressort même de l'économie. Poser partout des repères. Le bien commun n'est pas ce qui reste une fois que tout est consommé. La loyauté, le sens de l'engagement, l'esprit de transmission, l'écoute, la maîtrise sage du progrès doivent être posés comme des piliers, à l'école comme dans l'entreprise, dans les cités comme dans la vie de famille. Dans nos rapports quotidiens de voisinage comme dans notre vie citoyenne. Le bien commun doit tout traverser, la sphère publique comme la sphère privée. Reconquérir les territoires abandonnés. Nous ne croyons pas au ruissellement des richesses des métropoles vers les territoires reculés. En rassemblant et en coordonnant tous les outils de la République, nous revivifierons
Nous revivifierons les villages, banlieues et villes moyennes oubliées. Premier plan de reconquête est intérieur. Faire de l'Europe un modèle pour le monde. Une stérile concurrence entre puissances se réinstalle. L'Europe a appris de ses propres errements. Il lui revient donc une responsabilité particulière à proposer une autre voie. Il lui faut des dirigeants courageux. Nous n'abandonnerons pas l'Europe à ceux qui veulent, avec lâcheté, la laisser se dissoudre, se conformer au monde de rivalité rempli de périls et d'injustices qui se dessinent. Changer la politique et l'action publique. À rebours d'un État libéral autoritaire ou d'un État sécuritaire identitaire, à rebours d'un État libéral autoritaire ou d'un État sécuritaire identitaire, nous voulons poser les fondements d'un État enraciné, appuyé sur tous les réseaux locaux, vivants, créatifs, qui veulent déployer leurs projets et se relier. Un État qui s'assouplit, descend de son piédestal pour faire vivre, protéger et féconder les initiatives au lieu de les étouffer. Comment s'engager dans Refondation? Être volontaire ou adhérent? Il y a deux manières de devenir membre de Refondation, avec souplesse et gratuitement, en devenant membre volontaire ou s'engager plus avant en devenant membre adhérent et cotisant. https://www.refondation.fr index php j'adhère. De reprendre des responsabilités. Volontaire ou adhérent, vous pouvez prendre des responsabilités, devenir un ambassadeur thématique dans votre ville, votre département ou votre région, décider en intégrant notre direction nationale ou une délégation régionale. Mais toujours pour servir, on ne revient pas à Refondation pour faire carrière. Participer au développement du projet. Toute l'année 2018 a été consacrée à l'édification du projet au moyen de conventions et d'échanges. Partout sur les territoires, vous pouvez continuer à y participer directement via notre site, les réseaux sociaux ou dans nos débats de terrain dans les régions. Mobiliser et organiser les débats. Là où vous êtes, vous pouvez organiser des débats, constituer un groupe d'échange. La délégation régionale ou notre direction nationale peut vous y aider et vous accompagner sur un simple appel ou un simple mail. Vous pouvez aussi faire remonter les initiatives locales qui vous semblent précieuses, nous mettre en contact avec ceux qui les portent ou au contraire nous alerter sur un événement qui vous semble choquant. Oula, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a des constats qui sont tout à fait justes, hein. Le repli individuel, ce genre de choses, ou communautaire. Là, on est d'accord, il y a un côté humaniste qui est tout à fait plaisant. Hein, c'est extrêmement naïf, par contre. C'est extrêmement naïf. C'est aussi naïf que du socialisme utopique, en fait. Hein, c'est naïf parce que, déjà, ils parlent pas, ils pensent qu'il ne faut pas abandonner l'Europe. Mais l'Europe, en même temps, ils parlent du néolibéralisme comme d'un problème. Ce micro-mouvement, hein, moi j'aime bien les micro-mouvements parce que ça donne un peu d'espoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables un peu de dire ah, c'est pas grave si on a été trahi par les grands partis, on va fonder le nôtre. Ou les micro-partis ou les micro-mouvements. C'est pas grave si on a été trahi par les grands mouvements ou les grands partis, on a le courage de fonder le nôtre. Et pour ça, je peux avoir du respect. Mais, mais en fait, c'est très naïf. En fait, dénoncer le néolibéralisme, mais être partisan de l'Union européenne, c'est ridicule. L'Union européenne, c'est une zone de libre-échange, c'est la fin de la souveraineté des États, ça fait typiquement partie du projet néolibéral. En fait, on ne peut pas à la fois dire on ne va pas abandonner l'Union européenne, il faut rester dans l'Europe, parce qu'on croit à l'Europe sociale, machin, ou ce genre de bêtises, et à la fois dénoncer le néolibéralisme. Soit tu dénonces le néolibéralisme, soit tu ne le dénonces pas. Si tu dénonces vraiment le néolibéralisme, t'es frexiteur. T'es souverainiste, frexiteur. Tu veux que la France retrouve sa propre monnaie, faire du protectionnisme, etc. etc. Ensuite, oui, bon, oui, libéral autoritaire, sécuritaire identitaire, c'est le fameux second tour Macron-Le Pen. Hein, bah, c'est des gens qu'on n'aime pas, hein, typiquement. Moi, typiquement, le deuxième tour Macron-Le Pen, j'ai pas voté. Hein.
J'ai pas voté parce que c'est la même pièce, la même face d'un même vision. C'est les deux faces d'une même pièce capitaliste. Je ne vote pas l'ultralibéral et je ne vote pas la conservatrice. Pour la conservatrice, Marine Le Pen. Ouais. Mais je comprends, je pourrais dire que limite j'arriverais à comprendre que des gens votent Le Pen, tellement ils sont dégoûtés de Macron et tellement ils voient la gauche actuelle sombrer. Évidemment, il y a des salauds, hein, il y a des, il y a une extrême droite dangereuse du côté de Le Pen. Donc, je, mais il y a aussi une extrême droite dangereuse du côté de Macron, une extrême droite libérale euh, du côté de Macron. Euh, et j'arriverai à comprendre qu'il y ait des gens des classes pop qui soient nationaux parce qu'ils voient peut-être la nation une forme de coquille protectrice. C'est du folklore. Hein. Si vous regardez pour le Frexit, ils ont Madame Le Pen, elle y a renoncé. Hein. Hmm. Elle y a renoncé. Elle parle plus d'immigration, de sécurité. Oui. Alors les sécurités, quand tu ne mets pas en avant l'aspect social, il y a la sécurité, ça peut être, ça, on peut pas, il y a deux extrêmes hein, pour ceux qui ont peur du sécuritaire. Pour ceux qui sont sur le sécuritaire, il y a ceux qui disent tout est problèmes sociaux. Et ceux qui disent ben, il faut juste être sécuritaire du pur et dur et punir, punir, punir. Ces deux options sont. T'as le gauchiste, vous savez, vous avez le gauchiste qui dit mais non, tous les problèmes sont économiques et sociaux, s'il y a de la violence, c'est pour des raisons économiques et sociales, ça se comprend. Et vous avez le droitardé qui dit bon, on s'en fiche de l'économique et social, la criminalité, le crime, la délinquance, ça vient que de la responsabilité individuelle. Les deux approches sont fausses. Voilà. Une approche de gauche sérieuse, ce serait de dire qu'il y a un équilibre à avoir entre ces deux positions. Il y a une politique de sécurité à mettre en place, mais pas le tout sécuritaire. Il y a aussi un aspect social. Euh, voilà, donc identitaire, oui, il y a de la droite identitaire, mais vous avez aussi les identity politics au sein de la gauche et au sein du libéralisme, puisque c'est le modèle de société américaine, ce modèle de société américain malheureusement a été bien absorbé par par à la fois la droite libérale et la gauche actuelle, qui est en partie, dans quasiment tous les partis politiques, il y a une part d'influence du libéralisme libertaire théorisé par Kouska. Donc quand on parle de libéral autoritaire, oui, et aussi le danger du libéral libertaire. Vous voyez par exemple la question de la légalisation de la drogue, par exemple. Ça, c'est du libéralisme libertaire. Bon, je pourrais critiquer cette approche-là en partie, hein, opposer État libéral autoritaire et sécurité identitaire, parce qu'on peut avoir du libéral identitaire, hein, ou du libéral libertaire. Autoritaire et libertaire peuvent très bien aussi marcher ensemble, en fait, les libertaires et autoritaires. Le modèle de société du néo-capitalisme décrit par Kouskar, c'est une société qui est répressif envers le producteur et permissif envers le consommateur. Donc voilà. Le truc, ah oui, il y a le truc de oh là là, l'État souple, les initiatives locales, les régions. Bon, les régions, déjà, vous savez que je suis contre les régions. Je pense qu'il faudrait supprimer ça au profit des départements. Sur les initiatives locales, le monde associatif, il est quand même pas mal piloté par le capital. Hein, si vous y faites pas gaffe, en fait, ce qu'on appelle la société civile, c'est ce que prônent les libéraux. Hein, c'est-à-dire remplacer. Dire, si vous voulez être solidaire, en fait, vous faites vos propres trucs, vous. Hein, vous faites vos propres trucs. En fait, vous faites vos propres trucs, vous financez vous-même vos propres programmes sociaux. Comme ça, l'État, il taxe pas les riches. Comme ça, l'État, il n'est pas une menace pour le capital. Comme ça, l'État, il sert les intérêts des plus riches. Hein. Les néolibéraux, l'État, en fait, n'est plus un outil pour le néolibéralisme, c'est de flinguer progressivement, de flinguer pas mal les services publics, les mettre en concurrence avec le privé.
et que l'État puisse renflouer les banques à fond, puisque le libéralisme classique ne fonctionne plus, on met en place le néolibéralisme. Je crois qu'il y a aussi l'ordo-libéralisme, des choses de ce genre. Euh, ouais, ça c'est autre chose. Alors, et donc du coup, ben, oui, le monde associatif, ça fait partie du néolibéralisme. C'est un truc qui fait partie du socialisme utopique, hein, de type les anards, les- peut-être certains conseillistes, ou certains syndicalistes révolutionnaires qui croient qu'on peut tout résoudre par les syndicats. Ouais. Ah, les syndicats sont un peu plus détachés du monde associatif, quoique la CES, bon, bon ça c'est autre chose. Les territoires abandonnés, tout mettre sur les territoires, ouais. Il y a aussi tout l'aspect géographique, hein, on sera d'accord. Moi, je vais vous dire, hein, Marx disait il faut rapprocher la ville et la campagne, dans le manifeste du Parti communiste. Ouais, je suis bien d'accord sur le fait de revivifier les villages, villes et banlieues et villes moyennes oubliées. Je suis pour qu'on amène un peu plus de services publics vers les campagnes, hein. J'ai une certaine sensibilité pour le monde rural. Euh, donc oui, le côté mouvementiste aussi peut être ridicule parce que vous n'avez pas de cohérence idéologique. Vous dites c'est la vieille politique, mais Mélenchon a fait un truc à la mouvementiste, hein, au début. Après, disons que quand ça veut rester sur la durée, un mouvement, ça peut se solidifier en partie aussi, ou un peu plus se solidifier à plus ou moins grande échelle. Le truc, c'est que c'est très vague un mouvement. C'est Ah oui, il y a le côté consumérisme, productivisme, croissance, décroissance. Oui. Vraiment, en fait, là, faut arrêter. Le capitalisme actuel est financier et mondialisé. Donc, la critique de la décroissance, ouais. La critique de la croissance qui suppose une forme de décroissance au nom de l'écologie, de l'humain, c'est naïf. C'est très beau en théorie, hein. Oh là là, faut pas faire du mal à la planète parce que la planète et les hommes vivent en harmonie. Ouais, ouais. Seulement, un pays désindustrialisé qui n'a pas sa souveraineté, vous allez faire comment pour le développer? Comment dire, vous allez faire comment pour développer tout ce qui permet une vie moderne, comme vous en parlez de modernité, hein, dans votre texte. En fait, si vous êtes dépendant vis-à-vis du reste du monde, si vous voulez critiquer réellement la mondialisation, vous devez essayer de relocaliser l'économie, donc réindustrialiser le pays. Donc ce qui se fait techniquement, c'est pas de la décroissance. Hein, le capitaliste n'est pas productiviste, il est financier. Aujourd'hui, il est financier et mondialisé. Il joue sur la concurrence, il joue sur la pénurie, il joue sur un tas de choses, sur le fait qu'il y a des normes différentes dans des pays dits, entre guillemets, du tiers-monde. Non, ça s'appelle plus tiers-monde, le pays, mais des pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales, disons, hein, ou environnementales, hein. Ça peut être les pays en voie de développement, les pays du tiers-monde, comme on dit. Ça peut être les pays plus développés, mais avec le, avec un pays, ça peut être des pays avec un PIB très fort, mais un IDH très faible, enfin, ou simplement des normes sociales différentes, hein, bon, euh, eh bien, en tout cas, c'est très naïf que de croire que le capitalisme est pour la croissance. Le capitalisme peut même être pour la décroissance si ça permet la concurrence aujourd'hui. On est dans une phase de capitalisme mondialiste et financier, plus productiviste, industriel et national, en fait. Ça, c'est fini. Les délocalisations, ça existe. Hein. Relocaliser l'économie, c'est important. Et ça passe pas par la décroissance, techniquement. Alors, il y aura des normes environnementales, la planification qui doit se faire. Il peut y en avoir au niveau national, au niveau local. Voilà. Ah oui, l'aspect, ah, les chants révolutionnaires et nationaux, oh, c'est méchant, c'est la politique d'avant. Ouais, bah, la seule politique, elle est faite d'affect, hein, mon vieux. Et votre programme, il est fait d'affect. D'affect humaniste, d'affect très beau, mais d'affect quand même. Donc oui, les chants révolutionnaires, les chants, ça vous donne un peu de motivation. La nation, elle n'est pas mauvaise en soi, hein, aussi. Ça, c'est vraiment le problème de la gauche actuelle, c'est qu'elle rejette la nation.
C'est-à-dire qu'il y a eu le nationalisme, il y a des choses horribles au niveau du nationalisme, et donc du coup, il y a eu l'interprétation nation égale nationalisme. Non. Il y a deux visions du monde, plusieurs conceptions de la nation déjà, et il y a, pour faire grosso modo, vous avez le patriotisme et le nationalisme. Je reprends de la fameuse citation, hein, le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres. C'est une citation qui peut sembler un peu bateau, mais elle explique tout. Elle explique tout. On ne fait pas passer la nation avant tout quand on est patriote. On considère que ça fait partie de quelque chose de quelque chose de positif. Hein. Ça crée du lien politique en fait la nation. Conception civique de la nation. Euh, on veut défendre un intérêt général. Oui, c'est naïf parce qu'il y a une bourgeoisie au sein de cette nation. Mais justement, le patriotisme socialiste, c'est dire on va être patriote, on va dégager cette bourgeoisie qui trahit de toute façon les intérêts de la nation. Et vous avez le nationalisme qui fait primer la nation sur tout le reste. Et qui est problématique parce que, d'une part, il y a le rejet de l'étranger, ce qui n'est pas le cas du patriotisme. Le patriotisme, c'est une définition plus large, qui est simplement celle de l'amour du pays. Il y a le rejet de l'étranger qui peut exister dans le nationalisme, hein, suivant aussi la conception que vous avez de la nation en plus. Il peut y avoir la question du rejet de l'étranger ou de l'interclassisme. Donc le fait de nier les conflits de classe au nom de l'unité nationale. Quelqu'un qui, comme moi, est pour un socialisme patriotique, ne rejette pas l'étranger, pas de xénophobie, ça c'est inacceptable. Le racisme, la xénophobie, c'est inacceptable. Et ne nie pas la lutte de classe. Moi, je suis patriote et internationaliste. Il y a un internationalisme réel parce qu'il existe des nations, mais avec une conception qui n'est pas exclusive de celle-ci. Voilà. Donc, faut arrêter avec oh là là, la nation méchante. Oui, c'est ce qui vous permet de vivre. C'est ce qui vous permet de vivre en citoyen en fait. Ça, ce genre de choses. De vivre en bon terme en fait. D'éviter le repli communautaire, ça, voilà, ça cet avantage-là, la nation. Voilà. Le repli identitaire, vous avez parlé en plus du problème identitaire. En fait, la nation, ça pourrait même être un remède au problème identitaire. Ça permettrait d'éviter le racisme, de dire voilà, vous êtes français, peu importe votre sexe, votre orientation sexuelle, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre couleur de peau, votre origine, t'es français, tu es citoyen. Point barre. Il n'y a pas un citoyen de votre confession religieuse, etc., etc. T'es français, t'es citoyen, peu importe d'où tu viens. Ça, c'est une belle chose parce que, voilà. Évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais il y a les gens qui ne sont pas français. Oui. Disons qu'en fait, il y a le problème technique du droit qui se pose sur ce point-là. Et la conception civique de la nation ne fait pas de l'étranger un ennemi. Elle dit juste que l'étranger n'a pas le même statut juridique parce que il y a un droit qui s'applique sur un territoire donné. Point barre. Hein, et sans retirer quoi que ce soit d'humain à l'autre, à l'étranger. Conception civique de la nation, on parle de nationalisme civique, de nationalisme culturel et ethnique. Hein, j'en ai déjà parlé, au passage. Hein, le nationalisme civique est ce qui est le plus proche de notre position de patriote socialiste. Socialiste, patriote, voilà, bref. De communistes, voilà, de communistes, soit de jaurétiens, soit de socialistes jaurétiens, soit de marxistes-léninistes. Hein, voire pour certains de lambertistes, mais bon, ça c'est autre chose. Hein, ou de déléonistes, par exemple, prenons l'exemple de Connolly, hein, lui il était déléoniste comme marxiste. Mais
est plus proche de conception, du coup, le nationalisme civique. Mais nous, on nie pas, contrairement au nationalisme civique, on a une optique de classe, hein, parce qu'on est communiste ou socialiste. Hein, nationalisme civique, c'est plus, si vous voulez, c'est plus les gaullistes, par exemple. Vous avez le nationalisme culturel qui est oulala, les clochers, les églises, oulala, les patrimoines. Alors, on peut considérer qu'il y a un patrimoine français à défendre. Je pense au patrimoine gastronomique, culturel, enfin, à faire la promotion en fait. La défense, il n'est pas vraiment menacé par l'étranger en tant que tel. En revanche, il est menacé par le capitalisme, le patrimoine national, hein, par la mondialisation capitaliste qui transforme absolument toute culture en marchandise. Hein. C'est le cas avec le problème du soft power américain. Une culture de masse par laquelle il faudrait résister par un modèle culturel français. Évidemment, ce n'est pas une lutte anticapitaliste comme collectiviser les moyens de production, mais ça peut être un frein partiel à à ce genre de choses. Évidemment, tout ce qui est les gens qui veulent retourner à un ancien temps réactionnaire, ça on leur ferme la porte au nez, on peut parler avec eux, leur rire un peu au nez. Par exemple, si vous prenez les royalistes qui sont dans un nationalisme culturel un peu folklorique, hein, royaliste, on peut leur parler d'art ou de poésie. Euh, Ils seront suffisamment minoritaires pour qu'on n'en ait pas grand-chose à fiche. Voilà, enfin, on n'a pas besoin. J'ai limite envie. Voilà, quand même, mon camp politique, c'est quand même les mecs qui ont envoyé qui ont quand même envoyé les royalistes à la guillotine. Pour autant, ils sont tellement peu nombreux qu'aujourd'hui, ils ne représentent pas vraiment une menace. Par contre, il y a le nationalisme ethnique que nous refusons, hein, qui est le racisme, la haine d'individus en raison de leur origine ethnique. Alors ça, on le refuse. Et justement, ça va dans notre refus de tout ethnicisme, qu'il soit basé sur la nation ou sur le tribalisme, le communautarisme. Et c'est pour ça qu'on défend une conception de la nation. Donc, en fait, le texte, là, en rejetant la question nationale, en étant dans un européisme béat, en parlant en critiquant la croissance et le productivisme, voilà, enfin, en étant vraiment en critiquant la vieille politique, en mettant même pas le mot capitalisme, parce qu'on met néolibéralisme, hein, en ne mettant pas en avant les problèmes de l'Europe, et ben, est problématique, est vraiment problématique. C'est très naïf comme approche, c'est très naïf. Ouh là là, l'Europe, c'est la paix, oui. Les gens sont solidaires, oui. Mais comment veux-tu que les gens soient solidaires? Il y a des gens qui, au 19e siècle, s'appelaient les Proudhoniens, qui, eux, étaient pour la petite propriété, en disant, mais les gens vont s'associer d'eux-mêmes volontairement. Tu parles, ça, c'est vraiment pas comprendre comment fonctionne l'économie de marché. Alors que les marxistes leur ont dit, au contraire, en fait, c'est la défense de la petite propriété privée, la petite propriété privée, que vous avez renommée possession, bah en fait, c'est pas du tout émancipateur. Ce qui est émancipateur, c'est la mise en commun des grands moyens de production et d'échange. Au moins de la mise en commun des grands moyens de production et d'échange. C'est pourquoi Marx et Ferdinand Lassalle sont tout à fait d'accord. On oppose trop souvent Marx et Lassalle, et Ferdinand Lassalle. Mais voilà, il critiquait pas mal l'aspect économie de marché. Voilà, on était pas on est dans une approche étatique et ça fonctionnait parce que là, le truc de oulala, l'État, la nation, c'est méchant. On va s'associer librement. Alors chez Marx, on s'associe librement, mais c'est la phase communiste. Et il y a encore l'administration des choses. Il y a ce qu'on appelle l'administration des choses. Hein, donc pas le côté socialiste utopique, oulala, là, qui se repose que sur une vision très naïve et déstructurée des relations humaines. Hein. Ah, les territoires, oui. Les régions, putain. Arrêtez avec les régions, revenez au département. Hein, c'est très, 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 très naïf. Mais c'est très humain.
c'est très humain. Et ça, je le reconnais. Alexandre Langlois, pour ce que j'en ai vu du personnage, ça m'a l'air d'être un brave type. Voilà, je me dis, voilà. Je suis ému quand il parle, ce mec-là. Ben, je me dis, c'est un mec intègre. C'est un mec humain, c'est un mec intègre, de ce que j'en vois. Mais son truc là, dans les faits parties, la refondation, je crois qu'il fondé, oui. Ben, c'est un peu intéressé. Il y a des défauts assez évidents de théorisation. C'est les aléas mouvementistes là. Il y a des constats qui sont faits, hein. La concurrence, l'identitarisme, le repli identitaire, individuel. Bon. Mais vraiment, il faut avoir une programmatique solide. C'est bien beau de beaux sentiments, mais sans programmatique solide, sans programme solide, sans théorie ni programme solide, un tant soit peu solide, vous avez juste rien du tout. Reconstruire les liens. Moi, ce serait collectiviser les moyens de production. Faire du protectionnisme. Moi, ça serait des mesures concrètes là. Euh, et plutôt que par exemple dire oh là là, l'écologie, enfin, ils n'ont pas dit ça, mais certains mouvements disent oh là là, on est humaniste, oh là là, la méchante énergie nucléaire, on va revenir, on va faire du solaire et de l'éolien. Ouais. Regardez le coût de fabrication du solaire et de l'éolien par rapport à ce que ça rapporte en énergie, et le bilan énergétique, le bilan environnemental, vous reconsidérez la question du nucléaire, hein, qui a ses défauts, mais aussi ses qualités, en termes voilà, pour éviter de tomber dans les centrales à charbon. Voilà. Bon, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, vous voyez bien que il va falloir se bouger. Parce que c'est bien qu'il existe des gens qui fassent leurs petits mouvements euh, politiques, mais encore faut-il qu'ils aient, qu'ils aient du contenu, qu'ils aient du contenu solide. Voilà. Si vous croisez des gens qui sont qui défendent ce genre de programme, essayez de discuter avec eux quand même. Mais essayez de faire en sorte qu'il y ait quand même un peu de contenu, hein. Là, on a un truc, on voit des gens de bonne volonté, sûrement, hein, mais avec du vide à l'intérieur. Mais avec du vide. Du vide. Avec du vide, c'est de l'utopisme, c'est. Voilà. Après, il faudrait former des gens à l'économie, au droit. Moi, j'ai qu'une licence d'histoire. Mais voilà, je pense que manifestement, il y a besoin de gens un peu plus calés pour être efficaces. Mais voilà. Voilà, bon. Euh, vous avez l'exemple d'un mouvement naïf, mais de bonne volonté. Avec toutes les réflexions que j'ai faites, j'espère que vous pouvez avancer un peu vers une nouvelle voie. Bon, bon, bon. Pour cette petit regard critique, après ce petit regard critique, prenez soin de vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison, égalité, nous vaincrons. Fou. Il va y en avoir des mouvements.